professeur émérite de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il a écrit de très nombreux articles dans des revues savantes, dans des collectifs, des ouvrages aussi. Son travail porte sur plusieurs auteurs, de Mallarmé à Stephen King, donc le livre est très large, ou de Melville à Volodine. Il a écrit également sur l'art contemporain. On lui doit des recueils d'aphorismes, des recueils de nouvelles. Le dernier qui vient de paraître s'intitule Méfaits, faux et usage de faux. Il a été aussi le cofondateur de Proté, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger quelques années après sa fondation. Et il est actuellement conseiller scientifique auprès du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Sa communication s'intitule, je crois qu'il n'a pas changé de titre. L'Apocalypse des sens, une vie éternelle enfin pour la littérature. C'est vrai? Oui. Tant mieux, on va finir là-dessus. C'est une question, il y a moins d'interrogations. Bon, je vais faire un petit préambule, vous lirez, ma communication est courte. Je suis advenu aux études littéraires dans les années 70 et il était absolument indispensable à l'époque de dire d'où on parlait. Hein. D'où parles-tu, camarade? Alors, je tiens à dire d'où je parle. J'ai évoqué ce matin le fait que j'étais en quelque sorte le survivant de ma propre démission, pour dire que précisément tout ce dont on parle et dont vient de parler mon collègue là, surtout dans son intervention finale, c'est ce qui m'a poussé, moi, à abandonner l'enseignement, et abandonnant l'enseignement à un âge quand même relativement tendre, disons, je suis maintenant je suis en train de vivre dans une petite ville de province au nord du Québec, où je suis en prise directe sur la société civile, et donc uniquement, je n'ai plus de contact avec les universitaires de là-bas, et donc je suis un peu dans la situation de ces villages italiens qu'on évoquait tout à l'heure, qui n'ont pas connu la modernité et qui sont brusquement confrontés aux effets de la postmodernité. Je vis ça donc constamment. En plus, c'est une ville, il faut le préciser pour nos amis étrangers, une ville dont le maire est un personnage absolument extravagant, qui non seulement parle à Dieu, mais dont il dit que Dieu l'écoute. Alors, inutile de vous dire qu'avec tout ça, aussi, hein, heureusement, Dieu l'a écouté, il ne se représentera plus. Bon. Dieu nous l'a écouté. C'est la seule ville, je pense, dans tout le Québec où on fait la prière avant l'Assemblée municipale, le conseil municipal. Et il est allé jusqu'en Cour suprême du Canada pour obtenir... Il a perdu. Donc on ne le fait plus. On ne fait plus? Non, non. La Cour suprême. Enfin, tout ça pour vous dire que je viens de loin, alors, et j'habite loin. Tout ça pour justifier le fait que peut-être, dans vos milieux, ce que je vais vous dire vous apparaîtra comme des évidences, où j'aurai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. En tout cas, excusez-moi, je suis le paysan du Danube. Alors, du Saguenay. Comme tous les arts, mais bien plus que la plupart, la littérature vit un effet réseaux sociaux, ou plus généralement cyberculture, eux-mêmes bien sûr symptômes d'un état de la société que je n'ai pas le temps de traiter ici, mais que je qualifierais brièvement de déshumanisant. Cet effet, on pourrait le définir ainsi: le transfert de toute vie collective et surtout de toute relation d'altérité vers un espace limbique, semi-public, semi-privé. Et la littérature, espace d'altérité par excellence, en subit les effets. La massification galopante et chiffrée de toutes les activités d'une vie, on évoquait l'économisme tout à l'heure, et de la société elle-même, produit paradoxalement cet espace faussement à soi. Cet espace qui, loin d'opérer la dilatation, l'expansion du moi, l'ouverture au monde et à l'autre que la littérature et l'art, par définition, à la fois mettent en branle et traduisent, cet espace le cloître, ce moi, dans l'intime, le personnel, le subjectif, au sens souvent le plus insignifiant du terme, avec, en guise d'identité plurielle, le bariolage, aussi superficiel et pérenne qu'un tatouage, du cosmopolitisme bienveillant et de l'interculturalisme de surface. La fausse sortie de soi s'y conjugue à une paranoïa schizoïde devenue littéralement virale.
C'est ainsi que nous vivons le temps de ce que le psychologue Serge Tisseron a nommé l'extimité, nouvel espace mental à l'interface du social où coïncident parfaitement intériorité et extériorité en une sorte de précession semblable à celle que justement Baudrillard attribue au simulacre et à la simulation, surtout quand, comme c'est le cas de nos jours, ils sont devenus viraux. Sauf les fanatiques de toute obédience qui se pétrifient dans l'œil d'une méduse idéologique omnipotente, nous vivons tous à l'échelle mondiale et toutes classes sociales confondues, ce que j'ai appelé ailleurs une privatisation de la référence, une miniaturisation du référent de tout discours, y compris le texte littéraire de plus en plus livré à la connivence, au clin d'œil, à une complicité quasi familiale ou à tout le moins générationnelle. C'est-à-dire que les liens multiples dont est tissé le sujet dans son émergence même, Lacan appelait ça la chaîne signifiante, se sont peu à peu resserrés sur une sphère quasiment domestique dans son peu d'envergure, un halo, d'où en particulier l'histoire, mais c'est plus qu'un simple exemple, que cette mémoire et ce projet collectif qu'est l'histoire est exclu. Le copinage et le cyberbuzz tiennent lieu de culture, la nostalgie et le vintage d'histoire. Combien de romans ou de récits contemporains qui s'étant donné pour tâche, ne pouvant faire autrement, de témoigner ou de porter les traces de l'époque, sont écrits dans une prose qui se veut poétique dans son minimalisme, mais n'est tissée, comme les émissions littérales des réseaux sociaux, que de tics, de citations, d'allusions démagogiques rock, dans leur appel éperdu à l'approbation de l'autre, ces fameux « likes » qui rythment désormais l'écho des textes, quelle que soit leur envergure ou leurs propos. Elle finit, cette prose indigente, par n'être plus qu'une suite d'exclamations et de pointillés narratifs, tant l'ennemi à abattre ou la vieillerie dans laquelle ne pas tomber, c'est la phrase de plus de 4 mots, avec sa syntaxe un peu plus variée, sa construction légèrement plus complexe, son rythme et son souffle, qui ne soient pas ceux du halètement ou du hoquet. Et si le futur antérieur existait encore, plus que les couleurs de la mémoire du futur, c'est celle de la nostalgie que, complaisamment sans doute, il porterait, complètement résorbé dans le passé décomposé de cet attendrissement sur soi, sa famille, sa génération. À force de vouloir médiatiquement, publicitairement, prendre le pouls de son temps, on finit par succomber à un infarctus du sens. C'est cela notre apocalypse, un suspens infini, une époque, au sens grec même, figée, une éternité de répétition, de performance et de recyclage perpétuel. C'est la plus profonde des catastrophes de notre temps. La multiplication des auteurs et des maisons d'édition, couplée à la diminution exponentielle des lecteurs, est le versant vraie vie, extériorité, de ce qui se produit dans le monde virtuel, extimiste, de la cyberculture. Chez Aristote et Hegel, par exemple, le virtuel au sens premier, c'était le futur ou le conditionnel de l'actuel, la potentialité du réel ainsi multipliée et susceptible de direction, aussi indécidable soit-elle. Le virtuel est maintenant son alternative au présent. Il envahit le réel, en sature le champ et finalement l'efface. Il agit comme si ce dernier n'avait plus lieu d'être. C'est, comme toute précession, un accident du temps, un accroc au tissu temporel. Or, c'est peut-être cette précession que traduisent dans l'univers de la fiction les personnages d'Antoine Volodine. Mais pour retourner cette précession contre elle-même, par un tour rhétorique, ou plutôt sémiotique, dont je vais essayer ici d'esquisser l'analyse. Étant entendu que le post-exotisme est, comme on l'a souvent dit, une machine de guerre ironique contre le post-moderne, la post-histoire, et bien sûr et surtout le post-humain dont ils sont les épithètes. Or, dans un de mes rares accès d'optimisme, je dirais qu'outre Volodine, dont je m'apprête à parler, et qui dans ce contexte fait figure de grand aîné, certains écrivains plus jeunes s'inscrivent plutôt, eux, dans l'histoire, une histoire remise en marche en quelque sorte, d'un autre point de vue, comme on l'a abondamment dit aujourd'hui. C'est Houellebecq, dans toute son œuvre, même s'il se limite au contemporain, à ce qu'il a produit et aux dystopies qu'on peut imaginer à partir de lui. C'est Laurent Godet, avec son évocation d'Alexandre le Grand, dans Pour seul cortège, en 2012. C'est Jérôme Ferrari, avec ce titre qui dit tout, Le sermon sur la chute de Rome, 2012 également.
C'est au Québec plusieurs autres que je ne nommerai pas, parce que certains d'entre eux sont dans la salle. Quelques écrivains, encore trop rares, qui pourtant écrivent tout sauf des romans historiques, qui écrivent, point, quand tant de gloire gonflée médiatiquement ne font que griffonner, gribouiller, scribouiller, des expressivités instantes comme le café, ou fastes comme la bouffe de masse à l'américaine. Je ne suis pas un historien ou un sociologue de la littérature, et ne puis donc pas dire s'il s'agit d'une tendance qui bientôt va s'installer, ou au contraire s'éteindre. Mais je situe quant à moi Volodine et son post-exotisme entre les évacuations pures et simples de l'histoire, dans la plupart des bluettes actuelles, et ses références récentes à une histoire fort ancienne que je viens d'évoquer. Dans une sensibilité contemporaine, même s'il évoque sans cesse, mais il faut voir comment, la grande révolution russe, et dans une écriture forte, c'est-à-dire risquée, habitée aussi. La négativité, mode d'emploi. Les années 60, notamment par le nouveau roman Et tel quel, mais aussi par une poésie qui devait peu à l'un ou à l'autre, répudiaient ce que Jean Ricardou nommait l'idéologie de l'expression-représentation, pour mettre plutôt en évidence la production du texte, son travail dans le double sens actif et passif du mot. C'était bien sûr la leçon de Flaubert et de Mallarmé. Travailler un texte dans ce sens-là, c'est s'en trouver également par le fait même travailler. La langue alors s'active comme si elle s'inventait là, et une altérité en surgit où tout sujet se risque et se débat. Inutile d'insister sur le fait que nous sommes maintenant au contraire résolument, et la médiatisation veut nous faire croire définitivement, dans l'expression-représentation la plus irréductible, la plus idiote, au sens premier, d'apax humain. Cette rage d'expression, cette évidence de la représentation la plus naïvement réaliste, de même que la post-histoire d'où elle naît, l'œuvre de Volodine la prend à contre-pied, pour ainsi dire. Elle l'avère et l'ironise à la fois dans le même souffle, puisqu'il y est question d'une révolution à forte connotation russe, qui a été vaincue, mais dont la lutte dure encore, menée par des survivants qui sont morts, mais s'obstinent. On le voit, une série de paradoxes et d'oxymores sans résolution composent à cet égard un ironique démenti à Wittgenstein, puisqu'il s'agit ici au contraire de ne pas taire ce qui ne peut se dire. L'alternative à la post-histoire représente, vue ainsi, une hypothèse post-apocalyptique que son impossibilité même soutient et valide. On ne saurait imaginer moins binaire, puisque cette littérature-là pense encore, et quelle est la négativité même en action. Ainsi, l'oxymore de la révolution définitivement vaincue, mais qui s'obstine, et retrouve ainsi un futur où le paradoxe des prisonniers qui prennent les armes contre les gardiens du goulag pour pouvoir y forcer leur retour, tout cela semble, c'est dans Terminus Radio, tout cela semble bien relever également de cet autre genre de paradoxe que connaît bien la physique quantique, qu'évoquait Pierre ce matin, par exemple sous l'intitulé du chat de Schrödinger, où il existe un état de la matière qui admet le chat à la fois mort et vivant. Ironique de part en part, l'œuvre de Volodine devient ainsi, pour la vie quotidienne et la réalité simplifiée prétendument universelle qui la baigne, ce que la physique quantique est à la physique traditionnelle. La figure du mort survivant, présente dans toute l'œuvre de Volodine, est moins un zombie ou un vampire qu'un spectre qui entre un improbable futur immédiat. Une série de figures syntaxiques, proches de l'oxymore ou du paradoxe, lui font cortège, tandis que du point de vue de la fiction, l'ensemble me semble inscrit sous la dynamique de cette forme de prétérition qu'est le futur antérieur, mais un futur antérieur qui sémantiquement frôle le conditionnel. Ainsi, nous sommes toujours proches de cette pétition de principe qui fonde tous les jeux enfantins. On dirait qu'on serait les révolutionnaires morts et que la révolution aurait été définitivement vaincue. On dirait que nous ne renoncerions pas pour autant. Ainsi Volodine rature-t-il l'éternité de la post-histoire. Ainsi lui redonne-t-il une dynamique et par le jeu de la négativité ouvre-t-il sur le virtuel, pris dans son sens ou repris dans son sens antique, de potentialité de futur à réinventer. Notre époque, en effet, a fait du virtuel un autre espace quotidien de vie. Elle l'a réduit au rang d'une simple alternative à l'actuel. L'œuvre de Volodine lui rend symboliquement son rapport au futur,
avec tous les possibles encore ouverts. Résolument antiréaliste, travaillé constamment par le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, l'œuvre de Volodine repose sur une déstructuration de la ligne narrative, puisque celle-ci est alors occupée par deux paradoxes. Un mort qui agit, un acteur qui est mort. C'est ainsi la véridiction qui est en cause, sous la forme de la question « Quand le texte dit-il la vérité ?» Et ainsi transformé en mosaïque ou en puzzle aux morceaux incompatibles, le texte pratique constamment cette autre figure rhétorique qui n'a pas de nom, ou en tout cas que je ne connais pas, mais me semble avoir été inventée par Lautréamont dans la strophe dite de l'omnibus des chants de Malleroy, chant 2, strophe 4, où le texte construit des variations sur le thème « Il s'enfuit », c'est l'omnibus, mais une masse informe, c'est un enfant, le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. La permanence de la présence que donne à cette masse informe les trois temps du circonstanciel se retrouve à la fin de la variation lorsque ces mêmes trois temps se trouvent encore maintenus malgré la négation initiale. Je cite, « Il s'enfuit, mais une masse informe ne le poursuit plus avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. » Il y a une sorte de survivance là, du texte qui est, à mon avis, l'essence même de la littérature, à travers la négation. Rob Griet se souviendra de cette négation contredite en écrivant dans Le Voyeur ce qui s'avère décidément une véritable citation des chants, intéressant. Écrasé à la surface de la chaussée, il n'y avait ni crapaud ni grenouille. Comme pour souligner la référence à Lautréamont, cette occurrence est inscrite elle aussi dans une variation à partir de, je cite, « Entre cette extrémité et les herbes rases bordant la route était écrasé le cadavre d'une petite grenouille, cuisses ouvertes, bras en croix, formant dans la poussière une tache à peine plus grise. Et comme la petite grenouille finira par devenir l'image d'une Violette de 13 ans, l'enfant de l'omnibus n'est pas non plus très loin. » Toutes ces écritures qui contredisent violemment la doxa actuelle en matière de littérature, en renouant avec une modernité qui n'est peut-être pas plus morte que ne l'est l'histoire, reposent sur la délimitation paradoxale d'un territoire qui serait éternellement la littérature, quand tout, autour, partout, de nos jours, se dissout dans le sans limite, le sans cadre, le sans lieu. S'agit-il d'un point d'ordre ou d'une nostalgie d'un temps où le temps avait encore lieu, et le lieu, le temps d'être, assez pour y faire naître l'homme? La dissolution, l'implosion qui plombe notre actualité dans tous les domaines, cette déshumanisation, sinon concertée du moins fatale, au sens de Baudrillard extrêmement fatale, produit une anxiété naïve et une déploration amplement médiatisée de la perte de sens. Mais au lieu d'avoir recours aux traditionnels espaces de production de sens et de débat que sont la littérature, la philosophie, l'art, la religion même, l'homme du XXIe siècle se précipite dans les bras de gourous opportunistes, à la sagesse simplette et rance, de spécialistes nouvel-âgeux de la croissance personnelle, d'intégristes allumés ou de philosophes hop la vie. Nietzsche ne disait-il pas « Encore un siècle de lecteurs et l'esprit sera une puanteur ». Si, près de 2 siècles après lui, la tendance se maintient, on peut prévoir sans trop de risque de se tromper que d'ici peu la littérature, ou du moins ce que nous appelons encore ainsi, sera devenue, comme la calligraphie japonaise ou chinoise, un art magnifiquement marginal. À jamais inutile, à jamais indispensable, nouvellement menacé, mais inextinguible sous les cendres, cette étrange pratique à laquelle, quel que soit le nombre des ventes, on ne se livre qu'à 2, cette folie qui tâche de s'extraire de ce que Volodine nomme la confusion araignée, serait alors un rêve insaisissable, comme l'éternité qui n'en finit pas de recommencer sans cesse au-delà de tout présent. Je vous remercie.